Bonsoir à tous, vous êtes au rendez-vous du talk sur Live TV, la télé sans filtre. Après 2 semaines passées à purement discuter des sujets électoraux, nous nous ouvrons à d'autres pans de l'actualité. Ce soir, nous aurons au téléphone un conseiller municipal de Cocody, M. Kango Patrick, qui nous dira un peu plus sur ce qui s'est passé hier au siège de sa municipalité. Ne zappez surtout pas, il y a d'autres informations croustillantes à partager avec vous dans ce talk. Merci de regarder, bien sûr, le talk sur Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue. On est heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette émission sur Live TV, la télé sans filtre. C'est bien le talk avec notre plateau, Herman Aboua, Isabelle Vauvor et puis Barry Abdourahmane. Ils ne sont plus que 3, ils sont que 3 ce soir. Hein. Ça ne va pas continuer, ça va changer. Hein. Mais bon, on n'est que 4 sur ce plateau ce soir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Comment ça va, Eric? Ouais, ça va. Très bien. Oui. Vous êtes pimpant, hein? Ah bon? D'accord. On ne sait pas ce que tu as fait à Daouda hier. Il aurait dû être avec nous, mais bon, il n'a pas voulu revenir. Il a raconté ses conneries, d'après lui-même. Il n'est pas là aujourd'hui. Et puis bonsoir là-bas à Daouda qui nous regarde. Rassurez-vous, nous allons aborder, mais avec la même chaleur, les pans de l'actualité prévue donc à discuter dans cette émission. Mais la première question est dans Ça fait l'actu. On y va tout de suite. Que s'est-il passé à la mairie de Cocody? Vous avez dû être informé de cela. On a beaucoup lu sur les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup d'encre de salive depuis hier soir. On en a parlé énormément. Est-ce que nous avons M. Kango Patrick en ligne? L'édito La Réalisation me dira si nous avons M. Kango Patrick en ligne. Sinon, M. Kango Patrick, conseiller municipal donc, à la mairie de Cocody, qui était donc sur notre plateau lors de la campagne électorale, sera donc à nos oreilles, donc au téléphone, pour nous donner beaucoup plus d'informations sur la situation donc, qui a prévalu hier au siège de la mairie de Cocody. M. Kango Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions au téléphone. Je suis Eric Landry sur Live TV et puis avec moi pour vous poser des questions aussi, il y a Herman Aboua, Isabelle Vauvor et Barry Abdourahmane. Alors dites-nous, que s'est-il passé hier à la mairie de Cocody? Bonsoir à vous. Merci de nous donner l'occasion de dire ce qui s'est vraiment passé. Hier, à la mairie de Cocody, il se fait qu'il y a des officiers de la gendarmerie qui s'y sont rendus à 18h, heure où il n'y avait personne pratiquement parce que la mairie ferme à 17h30 pour soi-disant faire une perquisition. Et le constat, c'est que ceux qui étaient pour la perquisition n'avaient pas de mandat de perquisition. Voilà plus ou moins ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Ils vous ont précisé le terme perquisition. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont venus pour faire une perquisition? Ils ont employé ce terme. Ils ont effectivement dit qu'ils étaient venus pour faire une perquisition. Est-ce qu'on peut savoir le motif de cette perquisition? Parce que si vous l'ont signifié. Justement, nous ne pouvons savoir puisque nous n'avons eu la perquisition. Je veux dire que s'ils avaient un mandat de perquisition, nous aurons su le motif. Étant donné qu'il n'y avait aucun mandat de perquisition, nous ne pouvons savoir pour quelles raisons ils étaient là. La loi dit une perquisition peut être avec mandat écrit ou bien de façon verbale. Est-ce qu'ils vous ont signifié, ils ont averti qu'ils viendraient procéder à cette perquisition, que ce soit de façon verbale ou même pas, que ce soit même de façon verbale? Personne n'a été averti. Nous avons été surpris de constater leur présence dans nos locaux. D'accord. Même le maire n'a pas été informé, le maire Personne n'a été informé, je vous le confirme. Nous avons été surpris comme le maire lui-même. Alors, pourquoi est-ce que vous avez appelé la population à sortir?
Ben, parce que nous trouvons que, d'abord, ce n'est pas normal. Je ne pense pas que des officiers de la Côte d'Ivoire puissent se lever aujourd'hui, se rendre sans mandat, et comme vous avez dit, verbal ou écrit, au ministère de l'économie et des finances pour faire une perquisition. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire au ministère de l'Agriculture. Donc, avant de rentrer dans toutes ces petites explications, il faut faire le constat de l'illégalité de l'action d'abord. Parce que ça ne sert à rien de commenter ce qui est illégal. C'est comme si on cautionnait cela. Et nous estimons qu'il n'y a pas de commentaire à faire à ce niveau, puisque c'est une action illégale. D'accord. Monsieur Kango, comment ont-ils procédé? Est-ce qu'ils ont emporté des choses? Est-ce qu'ils ont fouillé au peigne fin? Est-ce qu'ils ont emporté des choses après la perquisition? D'abord, nous devons informer la population. 18 heures, la mairie est fermée. Ils viennent sans mandat de perquisition, ni écrit, ni verbal. Ils utilisent des subterfuges pour pouvoir entrer à la mairie. Quels sont ces subterfuges? C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'ils ont emporté? C'est-à-dire, il dit d'abord à l'agent municipal qu'il rencontre qu'ils sont venus pour faire des documents administratifs. L'agent leur explique qu'à cette heure, les services sont fermés. Après, ils disent encore qu'ils auraient appris que quelqu'un aurait fait un malaise. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Je veux dire, quand on a un mandat, on n'a pas besoin d'utiliser de supervises pour faire une action. D'accord. Quand ils fouillaient, Monsieur Kango, répondez à nos questions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont emporté après la perquisition? Ils n'ont rien emporté parce que nous sommes une administration. La mairie, c'est une administration. Le maire, c'est un démembrement de l'administration. Sans mandat de perquisition, ni écrit ni verbal, le maire, en toute responsabilité, n'a pas cédé à cette manière illégale d'agir. Mais tout à l'heure, vous avez dit que quand ils sont arrivés, ils vous ont signifié qu'ils venaient faire une perquisition. Donc, de fait, c'est verbalement dit, en fait. Attendez, je veux dire, est-ce qu'ils nous ont... Le côté verbal, ça se fait avant, pendant ou après? Il faut situer le temps. Monsieur Kango, Monsieur Kango? Allez-y. Oui, les questions, c'est nous, on vous pose pour comprendre, en fait. C'est vous qui devez nous apporter des éléments. Je comprends que vous posez des questions, mais questions peuvent susciter des questions aussi qui peuvent susciter des réponses. Est-ce que, Monsieur Kango, s'il vous plaît, est-ce que, en tant que représentant de l'administration publique, vous l'avez dit que la mairie, c'est une administration publique, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant pour vous, vu que c'est la force publique qui s'est présentée à vos locaux, de saisir la hiérarchie de la gendarmerie nationale ou bien attendre le lendemain pour saisir les tribunaux par rapport à ce que vous dénoncez là, au lieu d'appeler la population, quand on sait qu'on est dans un contexte politique pesant, est-ce que vous n'auriez pas, on ne peut pas vous accuser d'avoir voulu troubler à l'ordre public en faisant un appel à la population? Monsieur, vous estimez que quand un voleur, si vous, je vous parle à vous, vous êtes chez vous, un cambrioleur entre dans votre maison, vous allez dire non, écoute, fini de me cambrioler, et le lendemain, je vais appeler la police pour voir ce qu'ils vont faire. C'est ce que vous suggérez? Non, le cambrioleur, il est inconnu. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Une action, au départ, est illégale, il faut signifier le côté illégal de l'action. Il n'y a pas à chercher midi 14h, monsieur. D'accord. Ce qu'on peut comprendre, là, monsieur Kango, c'est le fait que vous soyez une mairie, hein, vous recevez donc une perquisition, selon vous, qui n'a pas été signifiée au préalable.
Mais la première action que vous menez, c'est ramener la population, rappeler la population donc, à venir à votre rescousse. Est-ce que c'est la bonne voie? Bonne voie ou pas, la mairie appartient à la population de Cocody. La mairie n'appartient pas au maire Yassé, ça n'appartient pas à ceux qui travaillent à la mairie, ça appartient à la commune de Cocody. Donc, s'il y a une action illégale qui se passe dans une institution qui appartient à la population, ben, où est le problème si on demande à cette population-là qui est propriétaire de cet espace-là de venir constater l'illégalité d'une action? Monsieur Kango, moi j'ai une question. Hein. C'est vrai, vous pouvez même accuser de théâtralisation toute la scène que vous avez assistée hier. Aujourd'hui, moi la question c'est est-ce que vous n'avez pas vous-même des soupçons de ce que les officiers, là, la force militaire venue, les gendarmes sont venus chercher là-bas? Est-ce que nous ne soupçonnons personne parce que nous n'avons accusé personne. Non, nous avons fait le constat. Nous ne soupçonnons personne parce que nous n'accusons personne. Bon, qu'est-ce que répondez-vous lorsque le maire lui-même... Attendez d'abord, je vous pose la question. Nous avons fait juste le constat. Nous avons fait juste le constat d'une action illégale. Okay. C'est à cela que nous avons répondu. Ok, maintenant que répondez-vous vous-même, comment vous interprétez lorsque le maire sort que le verre est dans le fruit? Sur la base de quoi le maire lui-même sort, le verre est dans le fruit? Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce que cela Non, mais je veux dire, je ne suis pas dans la tête du maire pour interpréter ce qu'il dit. Vous êtes dans son conseil. Vous êtes son conseiller municipal. On se dit que vous êtes au courant. Si vous avez besoin de réponse sur ce que le maire dit, ben adressez-vous au maire. Mais en même temps, vous venez répondre au nom du conseil municipal qui dirige. Donc on se dit que non, vous ne m'avez pas invité ici au nom du conseil municipal. Vous m'avez invité ici en tant que Kango Akou Patrick, conseiller municipal à la mairie de Cocody. Ouais, qui prend fait cause pour défendre la mairie qui a vu la descente de gendarmes. Pourquoi vous m'avez invité. D'accord, très bien. Là, alors, M. Kango, voilà. Dites-nous, quels sont les services et ou bureaux qui ont été passés au peigne fin? Là, actuellement, je pense que la mairie de Cocody est une administration responsable et au temps au venu, vous aurez toutes les informations. D'accord. La question va revenir encore. Vous avez ameuté la population, donc vos votants très certainement, qui sont venus à votre rescousse d'une certaine façon. La mairie, je le répète, étant une administration publique, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres voies beaucoup plus légales, bien sûr, pour réagir après cette perquisition que vous dites j'ai une autre question. Illégale. Oui, moi aussi, j'ai une question. Donc vous estimez que appeler une population, à qui appartient une commune? Parce que la mairie appartient à une population, ça n'appartient pas à des... Voilà, ça appartient à une population. Vous estimez que appeler une population qui est propriétaire de cette mairie-là pour répondre à une action illégale... La mairie est de l'ordre de l'administration, on est d'accord? Oui, l'administration, elle travaille pour qui? Et qui vote les maires? C'est bien la population. D'accord. Nous, on se pose juste une question. On n'est pas fataliste, hein, mais bon, on se dit, si hier soir, il y avait eu un bruit, je veux dire, des casses, comment vous auriez réagi? On dira comme ça qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu un bruit. Donc, Dieu merci. La seule chose qu'il y a eu hier, c'est qu'il y a eu une tentative de perquisition illégale. Tentative. Donc, ça n'a pas été fait. Ça a été fait ou pas? Vous parlez de tentative maintenant. Mais ils sont venus pour une perquisition. Mais là, vous dites tentative. Est-ce que vous parlez de tentative de perquisition finalement? Mais bien sûr. D'accord. Monsieur Kango, je reviens encore sur le verre dans le fruit. Il y a eu vent, j'ai eu vent de ce qu'il y a eu il y avait eu des dissensions entre les conseillers de l'équipe du maire. Est-ce que ce n'est pas ce dossier-là qui revient selon vous? Excusez-moi, dans tous les conseils en Côte d'Ivoire, il y a des dissensions. La mairie n'est pas une exception. Vous esquivez la question, vous ne répondez pas. Excusez-moi, mais quand vous posez des questions, vous me laissez répondre, sinon ce n'est pas la peine. Allez-y, M. Kango, répondez, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre.
J'étais sur votre plateau la dernière fois, c'était difficile de répondre. Même au téléphone, vous m'empêchez de répondre. Non, non, Allez-y, répondez maintenant. Dans toutes les mairies en Côte d'Ivoire, il y a des distensions. La mairie de Cocody n'est pas une exception. Donc, mais si vous voulez avoir des informations sur les distensions entre tel ou tel, adressez-vous à ces personnes-là pour qu'ils vous expliquent. Moi, je n'ai de distension avec personne, donc je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que le maire compte faire, finalement, après cette perquisition qui n'a pas été signifiée? Ben, la mairie de Cocody et le maire de Cocody, Jean-Marc Kiassé, est une personne très attachée à la loi et très attachée au droit. Je pense qu'il a des avocats. La mairie de Cocody elle-même a des avocats. Je pense qu'ils feront tout simplement leur travail. Il ne s'agit pas du maire, parce que la mairie n'appartient pas à Jean-Marc Kiassé, ça appartient à la commune et la commune a des avocats qui feront leur travail tout simplement. Très bien. Monsieur Kango, Patrick, merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci de votre disponibilité, d'être déjà venu sur ce plateau une fois et de vous prêter à nos questions maintenant au téléphone pour nous éclairer sur ce qui s'est passé hier. On vous rappelle que la mairie de Cocody a reçu des gendarmes pour une perquisition. Il était important pour nous d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur la question. Alors, monsieur Kango, Patrick était au téléphone avec nous. Merci, monsieur Kango, Patrick. Excellente soirée à vous. Restez sur Live TV, la télé sans filtre. On fait un commentaire donc, de cet échange avec... Monsieur Kango, Patrick. Bon, le commentaire que je fais, bon, je constate que c'est vrai, ils sont un peu surpris de la procédure, comment est-ce que ça se fait, mais en même temps, je constate, ça c'est ma simple impression, qu'il y a des sujets, sur lesquels... Une impression, un lapsus. J'ai dit ma simple impression. Qu'il y a des sujets sur lesquels il ne veut pas se hasarder, c'est vrai, c'est à chaud, donc je comprends sa prudence. Mais on verra par la suite que les enquêtes vont donner. Bon, d'accord. On verra. Isabelle, on parle de perquisition, ça a été plusieurs fois donc, relayé sur les réseaux. Qu'est-ce qu'une perquisition et quelle est la forme pour pouvoir mener donc, cette action? Une perquisition, en fait, c'est une fouille donc, de l'autorité, soit de la gendarmerie ou de la police, à un domicile ou alors une administration, sur un mandat. En revanche, en Côte d'Ivoire, le mandat de perquisition est verbal. Et ensuite, le procureur, dans un délai en fait, assez restreint, peut produire donc, le mandat de façon écrite. Mais effectivement, en Côte d'Ivoire, on a donc des mandats de perquisition qui sont verbaux. En revanche, moi, ce qui me gêne un peu dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la mairie de Cocody, c'est que notre municipalité est quand même garant de la paix sociale. Et je pense qu'appeler comme ça les populations à sortir tard comme ça pour venir dans une administration, c'est un peu faire trouble à l'ordre public en fait. Il y avait d'autres moyens légaux pour pouvoir procéder pour pouvoir venir porter secours donc à la municipalité. Il a lui-même rappelé, le maire a un avocat, la municipalité a un avocat. Ils auraient tout simplement dû appeler leur avocat plutôt que d'appeler les populations parce que vraisemblablement, notre soirée d'hier, parce que moi je suis habitante de Cocody, a été perturbée par cet événement. Et je ne peux pas concevoir en tout cas que des autorités comme la gendarmerie puissent débarquer en fait dans une administration sans avoir eu un mandat sans avoir eu le mandat en fait du procureur de la République. Après ce que je pourrais rajouter pour terminer, c'est de tout simplement dire que ça intervient en fait dans un contexte où on est en pleine plus ou moins tension électorale, où il y a certaines contestations. Donc je pense que si une procédure judiciaire est en cours, c'est ce pourquoi ces gendarmes-là ont débarqué là-bas et je ne pense pas que ce soit lié donc au contentieux actuel. On va s'en tenir déjà aux faits exposés par M. Kango. Je veux juste ajouter quelque chose. Je veux dire que quand même, si ils sont venus à la mairie pour perquisitionner et que les gens ne savent pas à quoi s'en tenir, la population
La manifestation, ce n'est pas ce qui fait peur. Le trouble à l'ordre public pouvait être dit si jamais il n'avait pas pu, il n'était pas arrivé à canaliser les populations qui sont venues. Donc, je pense que ça s'est passé comme il a dit, il n'y a pas eu de heurte. Ils ont dû certainement, dans l'ivresse de ce qui a été, qu'ils ont vu, ils ont dû certainement appeler leurs administrés à venir soutenir. Mais après, on a vu que le maire lui-même, il intervenait pour dire calmez-vous, dans tous les cas, ça va se régler. Mais seulement qu'il voulait certainement avoir cette cohorte de foule-là. Non, mais en fait, après, c'est de l'instrumentalisation aussi de la population. Je veux dire. Hein, on ne va pas rester longtemps dessus. Isabelle, merci. On ne va pas rester longtemps dessus. On va passer non, pour moi, c'est de l'instrumentalisation. Il n'y avait pas lieu, en tout cas, de procéder à cela. C'est pas grave. Il y a des voies légales. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Tu t'es prononcée là-dessus. On a bien compris, Isabelle. La perquisition, Isabelle l'a dit. Si vous l'avez entendu ou pas, je vous fais la précision encore que la perquisition, elle peut être écrite ou verbale. Voilà. Elle peut être signifiée de façon écrite ou de façon verbale. Mais derrière, on va attendre pour voir la suite de cette affaire. Allons tout de suite avec, justement dans la suite de cette émission, avec la vidéo du jour. Madame, vous l'avez ici. Wow. On observe un garçon de 12 ans, pratiquement, parce que je l'observe, il n'est pas plus âgé que ma fille de 13 ans, il a 12 ans, au volant d'une voiture, tard dans la nuit, à grande vitesse, carrément dans un quartier. Quels sont vos commentaires? Moi, je pense que d'abord, c'est vrai que les gens ont dit que les parents dorment, ils s'est dérobé, mais c'est la négligence des parents, en un premier temps. Parce que si l'enfant réussit à avoir accès aux clés d'une voiture pendant qu'il n'est pas en âge, parce que ça, c'est un adolescent. Je ne crois même pas. Et je vois qu'on entend son voisin à côté lui dire « regarde devant toi ». Ça veut dire qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Et à cette vitesse-là, imaginez-vous un seul instant, si des personnes passaient, parce qu'à un moment donné, j'ai vu même dans la panique, il a failli perdre le contrôle. C'est la négligence des parents. Parce qu'un enfant à cet âge-là, il faut tout contrôler de lui. C'est tellement que par moment, on lui permet de chauffer la voiture, je ne sais pas comment, et donc il réussit à esquiver. Je pense qu'on lui a permis plus que ça, parce que là, il sait conduire. Là, Voilà. Il a su démarrer, il a su passer la vitesse, il s'est roulé tout droit. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il monte au volant de la voiture de ses parents. Voilà. Il a dû faire un apprentissage au préalable, n'est-ce pas? En fait, moi, ce qui m'interpelle dans la vidéo, c'est lorsque j'entends le jeune homme dire à son ami, il faut filmer devant. J'ai cru avoir entendu ça au cours. Ça veut dire qu'il faut regarder devant. Voilà, il n'est pas seul dans le véhicule. Non. Il fait deux choses. Pour moi, quand je regarde la vidéo, il conduit, ce qui n'est pas autorisé pour un enfant de son âge. Mais au-delà de la conduite, c'est qu'il sait qu'il se fait filmer. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il roule. Et pour dire quoi? On parle de responsabilité. Est-ce qu'il sait réellement qu'est-ce qu'il fait? C'est la première question. Deuxième question, est-ce que celui qui le filme là sait que, l'enfant est en danger parce qu'il n'est pas concentré au volant, il est plus préoccupé à montrer ce qu'il fait à travers les réseaux sociaux ou à travers le film qu'on fait là, que la conduite elle-même. En fait, il s'adresse à des gens, certainement à un public qui lui est proche. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en roulant et en s'intéressant à la caméra, il se met en danger, il met son collègue dans la voiture en danger et il peut mettre même quelqu'un qui traverse la route en danger. Très bien. Parce qu'il peut provoquer un accident. D'accord. Donc, les parents, à mon avis... Analysons ensemble les raisons donc, de cette... Il faut que les autorités compétentes identifient l'enfant. Analysons. Déjà, nous, à notre niveau... leur rôle. Très bien. Ils vont forcément mettre la main sur cet enfant, mener leur enquête pour savoir qui est cet enfant, dans quel quartier, qui sont ses parents, pour situer les responsabilités. Mais bon, analysons déjà donc, depuis la base. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, notamment sur, je peux dire TikTok, c'est vraiment prisé par... Il y a beaucoup d'adolescents là. Je ne sais pas à quel moment leurs parents leur permettent de créer des comptes, malgré le fait que souvent les responsables, les administrateurs de ces réseaux sociaux-là
empêche que les enfants d'un certain âge puissent avoir Mais c'est ça, c'est l'envie, comme il a dit, comme Barry l'a dit, les enfants ont envie, aujourd'hui, ils regardent, ils veulent influencer leur environnement, ils voient d'autres enfants le faire. Donc ça, dans son groupe d'amis, il a réussi un exploit. Mais en même temps, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on trace ces enfants-là. Il faut les profiler. Parce que lui, par exemple, je ne dis pas qu'il faut leur dresser un casier, mais il faut leur permettre de voir que les actes de leurs conséquences, là, les conséquences de leurs actes, ça sera... c'est-à-dire que, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est dommageable pour eux-mêmes. Et déjà, il faut pouvoir, je ne dis pas sanction, mais trouver des formules pour qu'ils comprennent que ça, ils ne doivent pas le faire. Ce qui est dommage dans la loi en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas dommage, ce qui est dommage pour eux et leurs parents, c'est que si on met la main sur eux, les premiers responsables qui vont peut-être en partir avec la justice, ce sont leurs parents. Voilà. Un adolescent donc, qui a accès à votre véhicule, aux clés de votre véhicule, pour rouler à vive allure, alors qu'il n'a pas le permis, il n'a pas le droit d'avoir le permis à 12 ans, ce n'est pas permis en Côte d'Ivoire, ce sont les parents qui vont en partir derrière. C'est quand même compliqué. Souvent, il y a des cas où les parents même ne savent pas que l'enfant roule, parce qu'il est sous influence de ses amis. Souvent, peut-être qu'il a entre griffes un petit bon vieux père, là, qui est un ado, qui a loué un véhicule, se fait voir comme on aime à le dire, et son bon petit là, entre griffes, profite de la voiture de son vieux père, il roule et ça donne à ces spectacles-là. Et souvent, ce n'est pas forcément les parents, souvent c'est l'influence du groupe. On se souvient toute une famille qui a été arrachée à la vie il y a quelques années du côté de Angré. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut taper. Pour ne plus que ça. Quand je dis taper, c'est taper entre griffes, mais bon, il faut agir, il faut sanctionner, il faut situer les responsabilités pour ne plus que des innocents perdent la vie à cause d'irresponsabilité. On va mettre la pause sur cet élément-là. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du Talk et vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie sur Live TV, la télé sans filtre. Poursuivons cette émission, bien sûr, avec l'info du jour. Et justement, après les élections, les résultats connus, il y a une période dite période de contentieux. Alors, en quoi consiste cette période de contentieux? On a l'image plutôt de la journée de l'excellence aujourd'hui. D'accord, nous partons sur le contentieux déjà, le contentieux électoral. Bon, le contentieux, il rentre dans le cadre du processus électoral. Il faut dire que les élections, il y a un processus avant, c'est-à-dire que la campagne, le dépôt des candidatures, il y a le processus de vote lui-même, le jour des élections. Il y a la délibération, c'est-à-dire que la CEI, qui est l'organe qui récolte la parole du peuple, décide de donner les résultats, les choix du peuple. Maintenant, les candidats qui ont compétit aux élections, si ces derniers-là pensent qu'il y a des problèmes dans le cadre du processus électoral, ils ont une période, je crois, de 72 heures pour saisir, pour écrire aux autorités compétentes pour demander recours. Maintenant, il y a des institutions en charge d'examiner le recours en question. Il faut préciser que le recours, il est de droit. C'est un droit pour le candidat qui a compétit s'il observe des éléments qui lui permettent de douter sur la fiabilité des résultats. La loi l'autorise à saisir les autorités compétentes pour présenter les éléments à sa disposition. Et ce sera aux autorités compétentes en question, là c'est le Conseil d'État, d'examiner les éléments qui leur sont soumis par les différents candidats et de donner avis après observation comment dirais-je, des éléments proposés. Donc, c'est eux qui ont la décision finale. Très bien. Qui sont les candidats qui contestent déjà donc, les résultats au niveau de ces élections pour le moment? Pour le moment, bon, il y en a quand même pas mal, mais ceux en tout cas qu'on voit au niveau de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres qui ont fait des conférences de presse. Donc on a Dia Oufou et Michel Gbagbo à Yopougon, on a également Damana Picasse dans le Boclé, on a Eric Tabat au niveau de Cocody. C'est ceux-là en tout cas que moi j'ai observé pour le moment. Après, je pense qu'il y a également d'autres candidats qui contestent ces élections-là. Moi, ce qui est intéressant dans ce que je vois, généralement, ce sont les candidats de l'opposition qui se sentent floués, enfin, qui estiment qu'ils ont été floués ou dont on n'a pas respecté les résultats dans la circonscription donnée. Mais cette fois-ci, on voit que aussi bien les candidats de l'opposition et les candidats
du parti au pouvoir. Le RHDP, on a des candidats comme Éric Tabar, par exemple, à Cocody. Et même, je pense que j'ai cru entendre, c'est la liste Savoignon au niveau du plateau, qui font des recours, mais ce sont des recours, c'est au Conseil d'État d'examiner tous ces recours-là. Il faut encourager les recours. Si vous estimez que c'est d'ailleurs même ce qu'il faut encourager, au lieu de rester là, appeler à manipuler peut-être l'opinion, il faut aller, si vous estimez que vous avez des pièces qui sont des éléments de preuve de ces irrégularités ou bien de ce qu'on vous a spolié, vous devez contester. Et puis, le Conseil d'État aussi va examiner les différentes pièces et donner son avis. D'accord. Voilà. Sous quel délai? C'est trois jours. Et il faut les faire, pour le dépôt. en 10 Pour le dépôt, 3 jours pour le dépôt? pour le dépôt et D'accord. en 10 exemplaires qu'il faut déposer au Conseil d'État. Et puis le Conseil d'État envoie aussi une copie à la CEI qui informe aussi les différents candidats, enfin celui qui a gagné et autres, là, pour que lui aussi, il puisse se préparer pour apporter une certaine réponse au recours déposé par le candidat qui se sent. Non, c'est le candidat floué en fait qui doit faire son mémoire, le déposer au Conseil d'État et c'est lui aussi qui le dépose à la CEI. Donc, ce n'est pas la CEI qui dépose, c'est pas le Conseil d'État qui dépose à la CEI. Mais vous allez vous comprendre quand vous écoutez. Toujours est-il qu'une fois que le juge aura tous les éléments comment dirais, de nature à entacher donc, le vote auront été actés, le juge, à ce moment-là, il pourra donc décider soit de l'annulation de l'élection ou alors qu'on puisse reprocéder à une autre élection, en fait, comme ça a été le cas aux dernières municipales à Port-Bouët avec le candidat RHDP Siandou Fofana. On voit même on suspend en fait, carrément. L'organe en charge de ça, le Conseil d'État examine. Vous apportez des éléments que vous pensez être des preuves d'une, par exemple, malversation électorale. C'est au juge, en fonction de ce que la loi dit, d'apprécier que tel élément que vous avez présenté est une preuve qu'il y a eu malversation. Et cette malversation-là, si elle ne remet pas en cause tout le processus, la crédibilité du processus électoral, le juge ne va pas annuler. Il va prendre la décision d'accorder ce que la CEI a dit. Mais si les éléments qui sont présentés par les candidats permettent au juge, en fonction de ce que la loi dit, que ce qui s'est passé là remet en cause la crédibilité du scrutin, on annule l'élection et on demande à la CEI de convoquer à nouveau d'autres élections. Mais quand on voit aussi la diversité des recours, hein, on peut aussi dire que la façon à laquelle la CEI enfin, conduit l'opération électorale, l'opération de vote, les résultats et autres, n'impacte pas seulement les candidats de l'opposition, ça impacte aussi les candidats du parti au pouvoir. Donc tout le monde, aujourd'hui, on constate que dans la façon à laquelle la CEI conduit l'opération, il peut y avoir problème et le recours est un droit que chacun peut utiliser. Ce n'est pas dans Est-ce qu'on a déjà connu ça par le passé? C'est une poursuite démocratique aussi. Est-ce qu'on l'a déjà connu par le passé? Oui, et si oui, alors quelles ont été les conséquences ou les Oui, résultats derrière? J'ai donné le cas, par exemple, aux dernières municipales à Port-Bouët avec le candidat RHDP Siandou Fofana, où il y avait donc eu un recours au niveau du Conseil d'État et ils ont même demandé à ce qu'on recompte les voix au niveau de cette municipalité. Et puis les résultats ont donné donc le vainqueur qui était le maire donc, sortant. Je crois même en 2001, à Sassandra également, à Sassandra, en 2001, à Sassandra et aussi à Djoko pour le Conseil général. Récemment, dans le il y a eu que l'autorité publique a pris la décision de mettre sous administration, sans élus, hein, des mairies et des conseils. Le ministère de l'Intérieur peut mettre une délégation spéciale qui va gérer la mairie le temps que les élections soient organisées. Ça s'est déjà passé même à Abidjan et au plateau, je crois, en 2018. Le préfet Vincent Tobiri avait mis en place un comité en attendant de régler le problème. Pas en 2018, mais plutôt lorsque l'ancien maire du plateau, Akossi Benjo, avait eu ses démêlés judiciaires. Le ministère de l'Intérieur avait créé une délégation spéciale pour gérer provisoirement la mairie. Très bien. Et au-delà de ça, c'est que Isabelle dit tout à l'heure, je crois qu'en 2018, il y a aussi des circonscriptions à l'intérieur qui avaient vu leur vote annulé et repris par la suite. D'accord.
Si je m'en tiens donc au propos d'Herman dans son intervention avant celle-ci, il faut éviter d'aller à la violence, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui, au lieu de faire recours, procèdent par la violence, est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Quelles sont ces sanctions? Ouais, mais moi, je pense que normalement, lorsque tu fais la violence, il y a la loi, le code pénal a prévu, il y a des dispositions. Si quelqu'un fait des infractions ou bien commet a fait en sorte qu'il y a des violences ou bien lui-même auteur de violence, je crois qu'à 13 juillet déjà, il y a quelqu'un qui a été, je crois actuellement, qui a été écroué, qui a été déféré à la MACA parce qu'il a porté main il aurait porté main à un responsable, un représentant de candidat. Donc, voilà. Donc, je veux dire que c'est pourquoi il faut rester dans le droit. Il y a des moyens judiciaires pour faire un recours normal. Il faut suivre ce recours-là et puis attendre que l'institution, l'autorité publique judiciaire qui est en charge de cela donne un verdict. Mais s'il y a encore contestation, toujours est-il qu'il faut suivre la démarche et ne pas comment on appelle, instrumentaliser ou manipuler l'opinion C'est exact. Et puis surtout, rappeler aussi que chaque candidat avait signé une charte d'engagement à la paix. À la non-violence. Exactement, au niveau du grand médiateur. Donc, leur signature les engage. Donc, force sera à la loi si jamais ils vont outre. Moi, je pense que c'est le lieu aussi. On va s'arrêter là. Il faut encourager surtout, si tu permets, il faut surtout encourager les candidats qui ont déposé recours parce que c'est une poursuite démocratique. Il faut aussi leur rappeler que quand vous venez dans un bureau de vote, que vous remarquez des irrégularités, ce n'est pas à vous de venir interpeller X ou Y. Vous constituez vos preuves. C'est-à-dire que vous pouvez filmer, par exemple, ou en tout cas, vous constituez les éléments et après vous saisissez qui de droit. Mais vous ne venez pas, par exemple, bloquer une urne ou bien empêcher X ou Y de voter parce qu'il ne serait pas inscrit sur la liste. Ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de ceux qui contrôlent en fait. Très bien. Prochain point dans cette émission, c'est bien notre invité. Nous allons recevoir Mme Yetignan Awa Coulibaly. C'est l'invité du jour sur ce plateau du Talk. Mme Yetignan Awa Coulibaly arrive pour nous rejoindre. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonsoir à tous. Je vous permets de vous asseoir. Allez-y. Merci. Bien. Alors je rappelle que madame Yetignan Awa Coulibaly est présidente de l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques de Côte d'Ivoire, en abrégé ADAD, donc ADD-Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est à vous. Je suis Eric Landry, avec moi pour vous interroger Herman Aboua, Isabelle Vauvor et notre cher ami Barry Abdul-Rahman Haddad. Présentez-nous votre structure, s'il vous plaît. Ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Haddad, c'est l'association pour la défense des droits des aides ménagères et travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire, qui est en réalité un réseau d'associations qui est représenté dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien, d'accord. Quelle est votre mission première déjà dans cette action? Notre mission première déjà, c'est œuvrer pour les droits, la défense des droits des travailleuses domestiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment bonnes, filles de ménage ou bien tout ce que vous voulez, mais en termes vraiment clairs ou bien vraiment terminologique, c'est travailleuse domestique. Quel est le constat que vous faites sur le traitement qui est fait à l'endroit de ces filles de ménage, ces hommes de ménage? Je ne dirais pas à l'endroit de ces filles de ménage, à l'endroit de nous, les filles de ménage. Voilà, je vais plutôt dire comme ça pour qu'on se retrouve un peu dedans, parce que je ne suis pas en marge des filles de ménage, non. Le constat que nous avons fait, c'est qu'en réalité, dans un premier temps, il y a des maltraitances à l'endroit des filles de ménage que nous sommes. Nous sommes sous-payés et nous sommes vraiment victimes de beaucoup de maux, autant verbal, physique, psychologique et moral. Donc voilà un peu le constat que nous faisons. Et même dans les ménages, en tout cas, on constate qu'on est un peu traités comme si nous étions des sous-personnes. Voilà, sous-personnes pour dire simplement qu'on ne nous met pas dans la même catégorie que ces personnes-là qui sont dans la maison. D'accord. On dirait, dans d'autres cieux, on dirait comme des esclaves. On va quand même préciser que ce n'est pas la généralité. Je peux bien que vous exprimiez pour dire dans certains ménages. Dans certains ménages, oui, vous ferez le dire. Pas un constat global. Ménages, oui. C'est un métier qui est très informel. Finalement, comment est-ce que vous faites pour
sortir de ce carcan de secteur informel? Bon, aujourd'hui, pour sortir un peu de ce secteur, avec le syndicat qu'on a pu mettre sur pied, qui est le syndicat des travailleurs domestiques, avec l'OIT également qui travaille sur une convention, on est en train de voir comment formaliser effectivement le milieu des travailleuses domestiques. Également, comment travailler ensemble avec les agences de placement, qui sont ces agences-là où nous, les jeunes filles travailleuses domestiques, nous venons pour pouvoir avoir le travail. À travers des formations, dans certains centres de formation, pour vraiment nous former et puis avoir des attestations ou des certificats qui nous permettent véritablement, lorsqu'on part vers ces patrons-là, d'être vraiment... Justement, parlons de formation. Il arrive souvent que dans certains ménages, la femme de ménage, justement, brûle un enfant ou alors un accident domestique arrive qui peut être grave, qui peut porter donc atteinte soit à la vie de l'enfant ou alors d'une autre personne dans la maison. Dans ce cas de figure-là, quel recours a cette femme-là si, par exemple, son employeur veut la conduire devant les tribunaux? Le recours qu'elle a en tant que fille de ménage, c'est d'abord d'aller soit à l'inspection du travail ou bien aller vers les organisations qui existent aujourd'hui, comme ADAD et le syndicat et d'autres associations, ou les femmes juristes simplement, pour présenter ce qui s'est passé. Et en fonction de ça, elles vont faire une enquête. Et suite à l'enquête, si elle est en tort, ils lui diront voilà les sanctions. Si elle n'est pas en tort, on lui dira voilà la procédure à adopter. Madame, est-ce qu'il y a des dispositions légales au préalable qui encadrent votre secteur? Non, pas clairement en tant que travailleuse domestique, parce qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, on nomme dans la même catégorie que les travailleurs. D'accord. Voilà, ce n'est pas spécifique en fait aux travailleuses domestiques. Il y a une convention quand même au niveau de l'OIT qui... Bon, il y a une convention 189, que dit-elle? La convention 189 qui définit clairement le travail domestique comme un travail décent, où à ces articles est défini le droit des travailleuses, soit à la santé, droit à l'éducation, au SMIC, comme on le sait un peu partout, parce que nous sommes des travailleurs, voilà, mais malheureusement, qui n'a pas été encore ratifié par la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que l'application, déjà, quelque chose qui n'est pas ratifié, l'application est un peu... Moi j'ai une question sur l'aspect c'est vrai, vous traitez les droits, mais en même temps, on peut s'imaginer que ces filles de ménage, que ces hommes de ménage ont aussi des devoirs. Parce qu'aujourd'hui, elle a montré l'aspect où il y a des filles de ménage qui brûlent souvent des enfants. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut craindre lorsque ces filles-là, elles ne sont pas formées et que souvent, elles dérangent la structure même de la famille. Parce qu'on a eu des cas où elles étaient elles-mêmes, enfin... Il y a eu des kidnappings, il y a eu beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Parce que vous revendiquez d'être bien payé. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des cas, il faut le dire, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un n'est pas formé, c'est clair que forcément, il y a des accidents qui peuvent arriver. C'est pourquoi il est important surtout de ne pas prendre aussi les filles dans les agences boutiques, je peux le dire ainsi vraiment, si vous me permettez. Parce que tu vas prendre une fille dans une agence n'importe comment. Demain, s'il y a un problème, c'est clair que tu n'as même pas d'informations, que tu ne sais même pas si elle est formée. Alors qu'aujourd'hui, en prenant des filles qui sont venues des centres de formation, c'est sûr que tout ce qui va avec, que ce soit l'entretien de maison, que ce soit comment attraper un bébé, que ce soit comment s'occuper d'une vieille personne, toute cette formation-là, aujourd'hui, est faite au sein des IFEF. C'est pourquoi nous, au sein de la DAD, on pousse nos filles, on paye même les formations pour qu'elles puissent être formées au sein de ces centres de formation-là, mais pas dans n'importe quel centre. Parce qu'il faut choisir des centres quand même qui remplissent certains critères, certaines conditions. Également, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous disons droit, mais au sein de la DAD également, ou bien au sein même des syndicats que nous sommes, nous faisons des formations sur les devoirs, en mettant également en exergue. Voilà les pénalités auxquelles vous pourriez être exposé en cas de problème ou de ceci ou de cela. Parce que qui dit devoir, effectivement, dit droit. Qui dit droit, dit devoir, mais c'est clair. Donc, dans les formations, on met l'accent sur ça. J'ai une autre question. Voilà. Notre préoccupation, on connaît plus ou moins les salaires en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai que vous demandez à être payé au SMIC, mais quelqu'un qui a 150 000 francs, par exemple, mais il a véritablement besoin, parce qu'il doit aller au travail, enfin, la jeune dame, elle doit aller au travail, elle a besoin de quelqu'un à la maison et autres, pour faire son enfant. Est-ce que vous trouvez que la personne peut débourser 75 000 francs vraiment? Pour payer, ou bien c'est pour le luxe? Non, je m'excuse, parce que je vais dire quelque chose, peut-être que ça va choquer. Non, allez-y. Mais je me dis, dès l'instant où aujourd'hui, je prends un exemple, vous dites que vous êtes instituteur. Il y a une clause qui est bien définie, qui dit que si je prends l'instituteur et je suis instituteur, voilà ce que je dois recevoir.
Si on vous prend dans une entreprise privée, on dit voilà ce que vous devez recevoir. Donc, en fonction de ce que vous avez, si vous désirez prendre une fille de ménage, c'est un travailleur comme tout autre. Dès l'instant où la personne remplit les conditions que vous voulez, avec des contrats bien définis, c'est que vos 150 000 doivent pouvoir payer la personne. Parce que c'est en tenant compte de vos 150 000 que vous avez fait le calcul pour désirer prendre une fille de ménage. Ce n'est pas parce que je suis fille de ménage que directement je n'ai pas droit à ce salaire-là. D'accord. Voilà. D'accord. Vous comprenez un peu. Donc, ne tenez pas compte de ce que vous recevez voilà, comme de l'argent pour dire que je ne peux pas la payer. Non, c'est un travailleur, c'est une travailleuse. Elle a des conditions, elle a des travails, elle a des codes bien définis. Est-ce que cet On va permettre à Paris, rebondir sur ce qu'elle a dit, Oui. ne va pas faire proliférer ce que vous appelez les agences de placement en boutique? Bon, c'est normal pour répondre même à cela aujourd'hui, même au niveau même de l'État et tout, ils sont en train d'essayer d'organiser un peu ces agences-là. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, tous ces problèmes qui se passent aujourd'hui viennent du fait que ces agences-là même ne sont pas eux-mêmes légalement constituées. Alors que s'ils sont légalement constitués, ceux qui se disent boutiques, soit ils vont s'allier, soit simplement ils vont disparaître. Parce que si on dit qu'on est en train de corriger quelque chose aujourd'hui, en nous déclarant, ou bien en venant dire simplement qu'on a des contrats de travail associés, on a cela, tout ce qui sera défini dedans, toi, le patron qui vient nous prendre en tant que fille de ménage, tu vas lire ce contrat, ça te convient, tu vas nous prendre. Donc, les agents de boutique, dans ce cas, vont disparaître parce que ce n'est pas pour nous arranger. En fait, il a marché sur ma langue. Voilà. La question que je voulais poser, c'est... Désolé, Marie. C'est un proverbe peul. En fait, comment est-ce que, en tant que citoyen, j'identifie l'agence boutique, en fait? C'est ce que je voulais demander. L'agence boutique, simplement, tu pars dans un quartier, tu vois un banc qui est déposé, là, il écrit « placement de filles de ménage ». Tu viens, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Lui-même n'a même pas de document clair qui vous dit voilà où j'étais enregistré, voilà les conditions, tout. Tu prends la fille. D'accord. Comment reconnaître les agences légalement constituées et où est-ce qu'on peut les trouver? Voilà, les agences légalement constituées aujourd'hui, par exemple, il y a une association des agences de placement avec un président même à leur tête, tout et tout. Donc aujourd'hui, ils ont des stands, si vous voulez, ou bien des bureaux. Bien constitué avec, comme vous voyez même le local, ce n'est plus les bancs, tout ça. Et puis lorsque vous arrivez, logiquement, ils doivent vous présenter leurs documents. Voilà, parce qu'ils sont constitués... Les documents de l'agence. De l'agence. D'accord. Également, avec les tarifs, avec, tout ça, merci. avec les salaires Franchement. des filles. Également, la fille qui est là, qui vient de l'agence bien constituée, lorsque vous entrez, nous tous on sait ce que c'est qu'un vrai bureau. Il y aura le contrat avec les informations sur la famille de la fille, sur la fille elle-même, sa provenance et tout ce que vous voulez. Donc, prenons soin de savoir si elle a une pièce d'identité, parce que la plupart, quand elles arrivent, elles présentent toujours un acte de naissance. Elles n'ont pas de CNI, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, justement, vous comprenez que si c'est une agence bien constituée, ces éléments font partie des conditions eux-mêmes pour qu'eux-mêmes soient installés en tant qu'agence. Voilà. Donc, la fille que tu vas prendre, il y a des choses que tu vas demander. D'accord. Vous comprenez voilà. ça. Il y a certains cas, souvent, la fille, elle travaille très bien, mais elle manque en fait d'intégrité. C'est-à-dire que des choses vont disparaître dans la maison, on va l'accuser de vol, etc. Et finalement, ça s'avère véridique. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on accuse une personne et que c'est vraiment vérifié. Dans un premier temps, on passe par un dialogue avec le patron qui est là. Et lorsque maintenant, il n'y a pas vraiment d'entente, on n'abandonne pas la fille parce que c'est notre sœur, nous sommes toutes des travailleurs domestiques. Nous l'accompagnons. Si ça va jusqu'au remboursement, on l'accompagne en tant que structure. On peut l'aider à rembourser, mais tout après la ramenant en raison pour lui faire comprendre. Donc, vous faites des campagnes de sensibilisation. De sensibilisation, aussi. Voilà, un peu dans ce sens. C'est en cela que je parlais de formation. On fait des campagnes de sensibilisation, même dans les communes. Hein. Souvent, vous voyez, on fait des trucs. Parce qu'il faut aller vers elles-mêmes dans les localités. Vous comprenez? Quand tu parles, on parle le langage que nous, on comprend en tant que nous filles, et puis on se comprend. Mais pourquoi souvent ces cas-là arrivent? Parce que certaines, elles viennent directement, comme j'ai dit, elles ne viennent pas par tout ce qui est formel. Elles vont directement, elles ne maîtrisent pas, elles ne savent pas. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais elles ne savent pas. Ou bien soit parce qu'elles sont en règle, voilà. Que ça les empêche d'être voleuses. Hein. Il y en a qui ont tous leurs papiers qui sont en règle, que vous envoyez dans la maison, mais bon, vous n'avez pas vérifié donc, sa fiabilité au niveau de son intégrité. Oui, je suis d'accord, mais dit en même temps que
Aujourd'hui, c'est passé, c'est les travailleurs domestiques. En disant, dans le vol, là, ça peut être partout, ça peut être n'importe où. Oui, mais Voilà, en fait, j'ai soulevé dire ce que- cas-là oui, oui. parce qu'il y a un phénomène, en fait, qui est en train de disparaître, mais qui a existé à un moment Oui, oui. donné, où il y a certaines personnes, en fait, qui se baladaient dans les quartiers pour proposer de fortes sommes d'argent aux femmes de ménage, par exemple 5 millions, 10 millions, pour avoir le bébé en retour. Voilà, oui. Ça arrive. Donc, les femmes de ménage sont de plus en plus tentées, en fait, de donner l'enfant pour avoir l'argent, parce que c'est des sommes d'argent qu'elles n'ont peut-être jamais même eu à avoir dans leur vie. Donc, à ce moment, c'est pour ça que j'ai parlé, en fait, de... Oui, je comprends, mais je vais peut-être de vol et de- rebondir sur ce que vous avez dit. C'est qu'aussi, il faut comprendre parfois que ce n'est pas forcément tout le monde qui est forcément fille de ménage. Je prends l'exemple, vous avez le cas d'un monsieur qui s'est déguisé comme une femme pour aller travailler dans une maison. Vous avez entendu ça sur les réseaux sociaux. Mais justement, ça vient du fait que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, quand les choses ne sont pas formelles, n'importe qui se permet d'utiliser ce secteur-là pour devenir comme un réseau où les gens s'infiltrent en fait pour pouvoir faire certaines choses. Voilà, donc il y a des cas, mais ce n'est pas forcément, on colle pas ça, on se dit fille de ménage. Non, ne collons pas forcément l'attitude au titre de fille de ménage. C'est un individu comme tout autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lacunes, des comportements qui sont malsains, mais effectivement, on n'encourage pas ça. C'est un milieu dans Ça, lequel il on faut le constate dire. certaines choses qu'elle identifie, à Oui. juste En titre. fait, il y a Oui. beaucoup, il y a Voilà. beaucoup Il y a de beaucoup d'autres stigmatisation. choses, Il y a voilà. beaucoup de stigmatisation de ce Autour. métier-là. Donc, je ne sais pas ce que vous faites aussi pour que les Pour rassurer. populations aillent au-delà de cette stigmatisation des femmes de ménage. Bon, comme vous l'avez dit, c'est plus de sensibilisation surtout. Plus de sensibilisation et puis mettre en avant véritablement ce que les filles de ménage bien formées et tout ce qui va avec, voilà l'attitude, voilà le D'accord. comportement. Ma dernière voilà le question, processus. comment faites-vous pour vous faire connaître par toutes les femmes de ménage, toutes celles qui aimeraient donc vous Nous approcher contacter. Ok. pour être légalement constituées et puis D'accord. proposer leurs Pour- services? Ce que nous faisons, généralement, nous passons dans les émissions comme Live TV, dont je profite pour dire merci. Très bien. Également, nous avons aussi fait des émissions radiophoniques, que ce soit des radios de proximité, Vous des communiquez. radios locales. On Vous communique communiquez. D'accord. véritablement pour que les filles de ménage aussi puissent nous connaître. Est-ce que dans votre communication, C'était la dernière vous question. utilisez les réseaux sociaux, par exemple? Parce que Oh, c'est... oh oui, on utilise les réseaux sociaux puisqu'on fait plein de publications. Très bien. Et puis en même temps aussi, on forme même à travers ces Bon, c'est différents vrai, tu as dit la dernière question, mais elles ont combien de filles de ménage dans leur répertoire? Et est-ce que, comparé au ménage en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez couvrir tous les ménages? Bon, près de 300 à 400 filles, mais on ne peut pas couvrir tous les ménages, c'est clair. Mais c'est pourquoi on ne travaille pas seul. J'ai dit que c'est un réseau. Également, nous sommes membres des syndicats des travailleurs domestiques. Donc, vous voyez que voilà, c'est ensemble que nous Merci, essayons Madame de- Yetignan Awa Koulibaly. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques de Côte d'Ivoire, en abrégé ADAD. Vous avez répondu à toutes nos questions. Donc, nous exhortons toutes les filles qui voudraient donc se lancer dans le secteur d'activité de se rapprocher. Donc, vous avez un numéro de téléphone? Ah oui. OK. On le permet Vraiment, rapidement. le numéro de téléphone, c'est le 07 77 25 30 34. D'accord. 07 Voilà. 77 25 30 34. 30 34. Merci à vous tous. C'est ici qu'on s'arrête ce soir. Très chers amis, on prendra plaisir à se retrouver demain pour un autre numéro du Talk sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom. Merci.